Bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre de la 39e édition du meeting pour l'amitié entre les peuples, intitulée « L'unité de la personne ». Je me présente, je m'appelle Giulia Guidi, je suis en fac de lettres en dernière année à l'Université catholique de Milan. Avec moi aujourd'hui, il y a Madame Pilar Vigil, professeure, médecin, spécialisé en obstétrique et gynécologie, professeur à l'Université catholique pontificale du Chili et également présidente de Teen Star International. Nous l'accueillons avec un applaudissement. Avec elle, nous avons également le père José Claveria, recteur de la Fondazione Sacro Cuore à Milan. Pourquoi donc cette rencontre et pourquoi ce titre? Pour commencer, l'idée de la rencontre est née de l'expérience que j'ai faite en mars 2017 en participant à un cours de formation Teen Star, qui est un cours qui s'est déroulé à Milan, dans l'Université catholique, et qui a été guidé par Pilar, et elle-même pourra vous en parler mieux que moi. Je commence seulement à vous dire que ce cours est une formation pour pouvoir enseigner l'éducation à l'affectivité et à la sexualité. J'ai participé à ce cours parce que j'ai entendu une amie m'en parler et lorsqu'elle en parlait, il apparaissait très clairement que ces jours-là, pour elle, quelque chose s'était passé d'important qui avait suscité en elle une certaine surprise. Et donc pour moi, ça a été très simple de comprendre que j'avais besoin d'approfondir et d'aller voir ce qu'elle me racontait, sans m'arrêter à ce qu'elle m'avait raconté. Quand je me suis inscrite au cours et que j'ai participé, le premier fait qui s'est produit, c'est que j'ai rencontré Pilar, qui m'a introduite avec tous les autres participants à une connaissance meilleure de moi-même, plus approfondie, une connaissance de moi dans tous les aspects qui caractérisent l'être humain. Donc, aussi bien sur le plan biologique, physique, humain, psychologique. C'est comme si, pendant ces jours-là, était renée de manière évidente en moi la curiosité envers ma propre humanité, sous tous ses aspects. Et donc, certaines questions très simples, mais que nous ne nous posons pas très souvent, comme « qui suis-je ? Pourquoi suis-je faite d'une certaine manière ? Quel but a le fait que je suis faite d'une certaine manière ?» Ces questions ont émergé et ont pris une certaine importance pour ma vie. Le premier point de nouveauté que j'ai vu dans la rencontre avec Pilar a été le fait d'avoir rencontré avant tout une personne qui a comme levé le voile d'embarras, de gêne que l'on peut avoir lorsque l'on parle du thème de l'affectivité et de la sexualité, dont très souvent on ne parle pas, dont on a souvent peu d'idées, de connaissances, ou bien parce que simplement on a pour une certaine discrétion. J'ai vu en elle une personne qui n'avait pas peur, qui n'avait pas honte de toutes les questions, les exigences, voire des confusions qui peuvent apparaître quand on se confronte à la question d'aimer, au désir d'aimer et d'être aimé. Pour moi, cela a été révolutionnaire.
À partir de là est née l'idée d'inviter Pilar, et cela fait naître aussi l'idée du titre, l'unité de la personne. Parce qu'on s'est aperçu, petit à petit, je me suis aperçue de plus en plus que tous les aspects de ma vie, à commencer par ce thème de la question affective et sexuelle, a un lien essentiel avec mon destin et avec mon désir de bonheur. Avoir rencontré Pilar, ça a été l'occasion pour moi de voir s'incarner en une personne la possibilité de ne pas me contenter par rapport à cet aspect de la vie. Donc de pouvoir vivre la sphère affective et sexuelle à l'intérieur d'un horizon infini, sans renoncer au désir infini que l'on a d'être aimé. Avec elle, avec Pilar, nous avons décidé d'inviter aussi le père José Claveria, que beaucoup d'entre nous connaissent sous le nom de Pepe, pour nous aider à dialoguer sur ce thème. La première question que je voudrais poser s'adresse à Don Pepe. Je vous décris brièvement sa vie. Don José Claveria a fait des études d'économie et de droit à Madrid et en 1985, il est entré au séminaire. Il a été ordonné presbytère, prêtre, en 1992. Ensuite, il a servi en paroisse, il a enseigné dans un lycée et en 1996, il s'est rendu à Vienne où il a enseigné pendant 10 ans dans des lycées publics. Il a ensuite pris en charge la pastorale universitaire pendant 6 ans. En 2012, il a déménagé à Londres où il a travaillé pendant 1 an à l'Annonciature apostolique. Et à partir de 2013 jusqu'en 2017, il a été curé dans une paroisse de la région, où il a été également chapelain et membre du conseil d'administration de l'école catholique Saint Edmund Campion. Et comme je vous le disais, actuellement, depuis 1 an, il est recteur de la Fondation Sacro Cuore à Milan. Donc nous avons ici un homme qui, en quelque sorte, a été en lien avec les jeunes, a rencontré leurs exigences et a pu découvrir toutes les questions, les interrogations qui naissent chez des adolescents. Donc la première question que je voudrais te poser, c'est quel type d'exigence tu as pu relever, qu'est-ce que tu as pu voir dans ta vie qui t'a amené à prendre au sérieux, comme tu le fais, le thème de l'affectivité et de la sexualité. Bonjour à tous et merci. Je passe beaucoup de temps avec des lycéens et je m'amuse bien. Et il est évident que pour qu'un jeune soit heureux, il faut clarifier leur idée sur la question de l'affectivité. Pour parler d'affectivité, je voudrais vous illustrer certaines pensées et questions que émergent lorsque je passe du temps avec des étudiants. Tout d'abord, tu me demandes pourquoi est-ce que je m'occupe de ces thèmes. Tout d'abord, les difficultés qu'un étudiant a à l'école sont liées à des rapports, à des problèmes d'affectivité. Par exemple, quand on parle de l'engagement à l'école et des études d'un garçon, on se demande quelle école il a fait, où il étudie, quand il étudie, s'il est intelligent, quel est son contexte familial, culturel, social. Mais très souvent, je lui demande quelle est la question humaine qu'il y a derrière cette difficulté à l'école. Ce n'est pas juste que les éducateurs mettent de côté ces questions brûlantes comme les relations avec les parents, avec les amis, la copine, les enseignants et cherchent donc d'aider les élèves d'une façon purement scolaire. Comment pouvons-nous penser que des questions didactiques
soit séparée des relations personnelles. La didactique est constituée pour une grande partie par la relation entre ceux qui enseignent et ceux qui apprennent. L'enseignement se produit dans un rapport et l'enseignant le transmet à travers sa passion et son sérieux et la fermeté avec qui il demande le sérieux de l'élève. Mais l'enseignement véhicule aussi une communication de ce que le professeur a à cœur. On ne peut pas nous cacher derrière un doigt. Avec des élèves qui ont une affectivité mûre, avec un centre de gravité et d'affectivité clair, obtiennent normalement des résultats scolaires meilleurs. Parce que la personne est une seule. Le titre d'aujourd'hui est l'unité de la personne. Donc, ce n'est pas seulement légitime, mais c'est un devoir de se demander comment nous pouvons éduquer les élèves à vivre les relations. À l'école, on parle de tout, d'alimentation, d'histoire, d'éthique, des religions, etc. Certes, on ne peut pas résoudre ces questions seulement en parlant avec des mots, mais ne pas en parler n'aide pas. On peut dire la même chose pour le thème de l'affectivité. Les thèmes de l'affectivité sont très souvent un tabou parce qu'on a peur, on ne sait pas quoi dire. Très souvent, on dit qu'il faut parler des grandes questions au début, en posant des questions fondamentales sur la vie. Qu'est-ce que je cherche? Parce que si cela est plus clair, le reste va de soi. C'est vrai. Mais on peut aller à l'origine des grandes questions en parlant de tout, de politique, d'histoire, de la copine, au lieu que de parler d'une question existentielle de façon abstraite, isolée du reste des questions. Il y a aussi un tabou parce qu'on a peur d'être moraliste. Je ne veux pas être moraliste, donc je ne parle pas de ce sujet. Mais ceci est un problème de ceux qui proposent le sujet. En deuxième lieu, j'ai réfléchi sur ces sujets parce que j'ai compris que les jeunes confondent l'affection avec les sentiments. Aujourd'hui, il y a une grande liberté pour essayer de gérer toutes les sensations et les sentiments qu'on éprouve. Mais, très étrangement, nous vivons dans la provisoirité et nous pouvons tout faire, mais après, nous ne savons pas quoi faire. Tout d'abord, on a peur du risque. On a peur de prendre des décisions. Je ne sais pas si vous avez vu un épisode de la série Black Mirror qui s'appelle Hank the DJ. C'est l'histoire d'un garçon. Cet épisode présente des jeunes qui ne sont pas certains des relations, des rapports. Et pour comprendre avec qui se mettre ensemble de façon définitive, se confie à un programme qui propose des rapports à échéances variées. Ce programme propose un rapport avec un garçon et une fille. Quand ils se retrouvent, ils appuient sur un bouton et ils comprennent combien de temps ils peuvent rester ensemble. 9 heures, 9 mois, etc. Après, le système, ce programme, analyse comment ces rapports se sont passés pour proposer, à un moment donné, un rapport sans échéance. Ce système étudie comment on gère les rapports et donc il nous dira tu es fait pour cette personne ou pour cette autre. Les jeunes de cet épisode sont appelés à expérimenter différents rapports de cohabitation. Et il y a des moments où ils comprennent que seulement avec
seulement avec la même personne, ils ont plus envie. Ils ont toute la liberté, mais ils peuvent rien décider. Tout a une échéance fixe. Tu ne peux pas décider parce que le système va décider pour toi si tu dois essayer avec cette fille ou cette autre, jusqu'à ce que tu n'arrives à la personne de ta vie. Mais il y a quelque chose qui fait exploser les systèmes. Parce que le protagoniste de l'épisode ressent le besoin de quelque chose de plus. Dans notre vie aussi, on essaye. On ressent des sentiments, on les analyse et on évite un rapport où l'amour, au sens vrai du terme, émerge. Il y a 10 jours, j'étais à Rome avec les jeunes Italiens, avec le pape François, et on nous parlait de ça. Une fille posait des questions au pape sur comment vivre le rapport avec son copain. Écoutez la réponse du pape François. Les jeunes savent quand le vrai amour est là, ou quand il s'agit d'un enthousiasme qui est caché sous le nom d'amour. Fin de citation. Et pourquoi cela s'est produit? Parce qu'on se trouve dans un impasse dans les rapports et on ne sait pas comment gérer nos sentiments et on risque de les perdre. Il y a beaucoup d'émotions dans les relations, surtout au début. Et c'est juste parce que l'attraction, c'est comme un mécanisme de réalité augmentée. Le sentiment te fait comprendre et vivre plus. Cette émotion, en partie, est utile pour le but, c'est-à-dire comprendre l'autre, combler cette distance. Mais cette émotion, si elle n'accepte pas un détachement, nous rend aveugles et nous laisse tristes, très tristes. Qu'est-ce que l'affection? L'affection est la capacité de l'homme de se laisser impliquer, de s'attacher à ce qu'il aperçoit, à ce qu'il voit à travers les yeux de la raison. L'affection est la capacité de rester accroché à ce qu'on a vu. Et pour soutenir un regard d'estime, d'une reconnaissance d'une valeur. Cela permet de voir et de comprendre toujours plus et de continuer à voir. Ce lien le permet. L'affection prend notre capacité de voir la beauté et elle l'exalte. Comme on disait, il y a une partie de cette émotion qui peut nous trahir. Pour maintenir ce que nous voulons, il y a l'énergie de l'affection, mais aussi un certain effort. Je sais qu'avec le mot effort, vous pensez à une perte, mais cela est nécessaire pour maintenir ce rapport dans la durée, pour maintenir ce qu'au début est juste un très fort sentiment qui après passe. Notre énergie affective nous permet de prendre ce qu'il y a de noble et de digne dans le rapport et d'exclure ce qu'il y a d'instinctif. Une amie me disait, je fais tout ce que je pouvais pour ne pas perdre les garçons avec qui j'étais. À un moment donné, j'ai découvert avec un garçon une façon d'aimer qui est totalement gratuite. Et je termine, une affectivité faible, confuse, qui ne fait pas distinction, devient un élément de confusion. Et on passe d'une chose à l'autre, sans cesse et sans rien construire. Comme Bauman l'a écrit, si on tient pour acquis que nos relations sont temporaires, provisoires et à courte échéance, ces relations le deviennent à cause des actions qu'on a entreprises. Ainsi, blessés et confus, on abandonne les personnes. Comme le dit Rilke dans ses élégies, les personnes sont donc abandonnées comme un jouet cassé parce qu'elles ont perdu leur sens. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de déchets dans nos rapports, des personnes qu'on a
totalement abandonnés et des personnes se sentent elles-mêmes des déchets dans la société ou dans les réseaux sociaux. Trop peu de likes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une affectivité éduquée, un homme qui est conscient qu'il est fait pour quelque chose qui reste, construit les rapports dans le temps. Il n'abandonne pas l'autre, ni lui-même, dans le rapport avec l'autre. Pilar, j'aimerais te poser une question analogue. Je commence d'abord par donner quelques informations concernant le professeur Pilar Vigil. J'ai dit qu'elle était spécialisée en obstétrique et gynécologie, mais elle a également effectué des études au Texas et en Australie. Je disais qu'elle est professeure à l'Université catholique pontificale du Chili et elle est spécialisée dans les techniques de reproduction. Elle est connue comme experte mondiale de la fertilité et elle a tenu des conférences dans plus de 30 pays. Elle a participé à plus de 200 congrès dans le monde entier. Elle a reçu à plusieurs reprises des reconnaissances comme le Woman Leader dans la presse chilienne. Elle est membre de l'American College of Obstetrics and Gynecology et de l'Académie pour la vie, pontificale pour la vie. Elle est directeur médical actuellement du Reproductive Health Research Institute, dont le siège se trouve à New York et à Santiago. Et Pilar, j'aimerais te demander ce qui t'a amené à consacrer autant de temps et à affronter de manière aussi positive le thème de l'éducation à l'affectivité et à la sexualité. Quelles sont les urgences que tu as perçues? Et comment le programme Teen Star s'insère dans cela? Comment est-ce qu'il naît? Qu'est-ce qu'il est? Et pourquoi tu es donc là, ici, avec nous? Merci. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier Il y a un problème de micro. Il faut que je vous dise que je suis ici pour un regard profond un regard que j'ai reçu il y a plusieurs années dans ma vie. Et c'est pour cela que je veux partager avec vous ce début. Dès ma plus tendre enfance, j'ai perçu un intérêt très profond pour ce qu'était le mystère du début de la vie. J'ai pu l'étudier parce que je travaillais dans la faculté des sciences biologiques. Vous voyez là une très belle photographie. C'est un modèle que nous avons pris au cours de ces années chez les animaux. Dans mon expérience de médecin, en tant que gynécologue, j'ai eu la chance de connaître John et Lynn Billings, qui étaient mes amis. Et donc pour moi, il était totalement naturel d'enseigner aux femmes à reconnaître les signes de leur fertilité et de leur infertilité. Ensuite, au bout de quelques temps, j'ai connu une religieuse qui s'appelle Anna Klaus. Avec elle, nous avons fait le premier séminaire à l'Université catholique du Chili du programme Teen Star. Lors de ce séminaire, Maria Teresa a pris part. Maria Teresa, c'était un professeur de biologie au Chili.
Et il y a eu cette coïncidence, c'est que pendant le séminaire, sa fille, qui était adolescente comme ses élèves, était sur le point d'accoucher à l'hôpital. Et ce professeur nous a dit, à toutes les deux, si vous m'aviez appris avant ces choses, je n'aurais pas eu cet enfant qui m'a beaucoup coûté parce que je l'ai eu quand j'étais toute jeune. Pour moi, cela a été très difficile de rester en silence face à cette beauté. Alors, on a commencé à faire le séminaire. Anna Klaus dans certains pays et moi dans d'autres. Au bout de quelque temps, des critiques sont apparues. Nous avons eu beaucoup de critiques, aussi bien à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur. Et je n'arrivais pas à comprendre ces critiques. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était totalement naturel de l'enseigner et c'était très beau. Et donc j'étais plutôt désespérée. Je n'avais aucun contact avec le Vatican et encore moins avec Rome. Comme vous l'avez entendu, ma maison est à 14 000 km de la maison du pape. Et dans ma prière plutôt désespérée, j'ai dit au Seigneur, écoute, le pape me dit que c'est pas quelque chose de bon, soit le pape me dit que c'est quelque chose de bon, soit je renonce. Parce que je n'ai jamais entendu autant de critiques pour quelque chose que tu devrais régler toi-même. À partir de ce moment-là, il y a une série de coïncidences très étranges. Je ne vais pas les lister maintenant. Mais il faut que je vous dise qu'au bout de 3 mois de supplication du Seigneur, je me suis trouvée face à Jean-Paul II. Lui, il avait entendu parler du programme Teen Star quand il était en Pologne. Avec son regard très profond, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Continue, va de l'avant. C'est un très bon programme. » Je n'oublierai jamais comment ses yeux brillaient. Et vous comprendrez qu'à ce moment-là, j'étais extrêmement émue. Je n'ai rien réussi à lui dire. Et alors les gens me demandaient, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu pleures? Mais la vérité, c'est que moi, je ne lui avais rien dit. Mais ce regard, cette profondeur dans le regard, avait été la réponse à l'inquiétude si grande de mon cœur. Et comme le Seigneur est très généreux, l'année suivante, j'ai été nommée membre de l'Académie pontificale pour la vie. Et j'ai pu passer du temps plusieurs fois avec Jean-Paul II. Et vous voyez que là, une carte sur laquelle je vous montre les pays où se trouve Teen Star. Et c'est le document que je lui montre sur la photographie et lui me disait que c'est bien, que c'est bien.
Actuellement, Teen Star est présent dans de nombreux pays des 5 continents. Mais il faut que je vous dise aussi que depuis ce moment-là, c'est la relation avec mes très belles filles adolescentes qui m'a permis d'être ici aussi maintenant. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous avons compris en tant que parents qu'il ne fallait pas donner toutes les réponses, mais inviter les personnes à se découvrir en posant les bonnes questions. Ce que veut faire Teen Star, c'est renforcer l'identité des personnes, mais en prenant en compte tous leurs niveaux, physique, social, émotionnel, spirituel. Le programme Teen Star veut voir les personnes entières avec elles-mêmes, dans leur affection et dans leur raison. Et il veut qu'elles soient aussi en unité avec les circonstances dans lesquelles elles sont. Nous ne voulons pas avoir de problème. Nous voulons accompagner des personnes. C'est pour cela qu'il faut contempler la réalité unique de chaque personne, parce que nous sommes tous différents. Et c'est dans cette relation avec l'autre, en contemplant qui est l'autre, que nous pourrons susciter des alternatives créatives. Et il faut considérer que chaque personne se trouve dans un moment unique de sa vie. Donc lorsqu'on parle avec un enfant, on ne parle pas de la même manière que quand on parle avec un adolescent ou une personne adulte ou avec une personne âgée. Alors, nous désirons que chaque être humain se pose une question. Qui suis-je? Est-ce que je suis quelque chose ou quelqu'un? Est-ce que je suis une créature ou un créateur? Est-ce que je suis appelée à une transcendance? Merci. Tous les deux, vous mettez en évidence la nécessité, face à ce thème, de se poser des questions, d'accepter les questions. Et la question est avant tout humaine, comme disait Don Pepe. Alors pour cela, j'aimerais vous poser une question à tous les deux, parce que parfois on croit, ou on a tendance à croire, que ces exigences, qui est l'exigence la plus élémentaire que l'on a, celle d'être aimé, n'a pas besoin d'être éduquée. Et on risque dans ce cas de vivre un amour dicté par l'instinct et la possession. Et donc j'aimerais vous demander ce que signifie pour vous éduquer et être éduqué à aimer et se laisser aimer. Dans les rapports affectifs et surtout dans le rapport avec un garçon ou une fille, on a besoin d'une tâche, d'une mission. La relation entre hommes et femmes ne peut pas continuer sans une mission, sans un horizon idéal. Le pape François, parlant de cela, il y a quelques jours, il disait que dans le vrai amour, l'homme a une tâche et la femme en a un autre. Vous savez que la mission de l'homme et de la femme,
la totalité. L'amour ne veut pas de demi-mesure. Cela est l'amour. Quelle est la mission de l'homme dans la relation amoureuse? Rendre la femme plus femme, sa femme ou sa fiancée. Et quelle est la mission de la femme? De rendre plus un homme son mari. C'est un travail à deux. Ils grandissent à deux. L'homme ne peut pas grandir tout seul s'il ne fait pas grandir sa femme. Et le contraire est vrai aussi. Voilà ce qu'est l'unité et être une seule chair, comme le dit la Bible. Il devient une seule personne parce que l'un fait grandir l'autre. Voilà l'idéal du mariage. Fin de citation. Donc vous voyez un contexte où les enfants peuvent grandir bien. Grandir pour nous-mêmes, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour nos enfants. La relation homme-femme est un signe très fort du rapport avec l'infini. La relation sexuelle est l'une des expressions de ce rapport. Et par sa nature, elle nous rappelle le but ultime de ce rapport. S'aider à aller vers le sens et l'accomplissement vrai de la vie et créer un contexte accueillant où les enfants peuvent être conçus et soutenus pendant leur développement. Regarder cette relation sans regarder vers un rapport encore plus fondamental signifierait ne pas respecter ce rapport. Si on ne se demande pas qui a fait cette relation, va contre la nature du rapport, parce qu'on est face à quelque chose de trop beau. Et Don Jusan, il explique très bien. Quand on voit une montagne ou une baleine, on ne peut pas juste dire c'est une montagne ou une baleine, mais qui a fait ça? Qui fait cette chose? Comme une fille qui est adoptée par un ami à moi, totalement athée, une femme athée. Elle est très intelligente et après 2 ans, quand elle a 5 ans, cette jeune fille ne savait pas lire ni écrire au sens religieux du terme. Elle n'avait pas d'éducation religieuse. Ils sont allés faire une excursion en montagne. Ils sont face à un paysage extraordinaire. Les parents regardent émerveillés ce spectacle. La fille, elle a 5 ans. Elle s'adresse à eux et elle leur demande qui a fait ça. Fin de citation. L'équivoque dans une relation homme-femme commence par la raison pour laquelle le rapport commence. La relation commence pour une raison. Il y a une raison. La relation est équivoque si elle n'est pas adaptée à la mission du début. S'il y a un mensonge déjà au début. Une relation grandit si la raison qui le fait commencer a affaire avec le destin de l'homme. Si elle est liée au tout. C'est-à-dire si, dès le début, il y a une intention réciproque pour accompagner l'autre à son destin. Seulement si la relation naît comme volonté de s'entraider pour aller vers le destin, à comprendre et aller vers le destin. Seulement dans ce cas, il s'agit d'une véritable relation. Sinon, il s'agit d'un rapport mensonger. La découverte du bonheur avec l'autre pourrait être une découverte nouvelle. Mais le début est important. Mais comment on peut arriver à cette découverte? Comment on peut sortir d'une relation fermée? Dans chaque relation, il y a le problème dans la relation avec Dieu, même dans une relation avec ce verre. Il y a toujours le problème du rapport avec Dieu, de sa personne avec le rapport et le rapport avec Dieu. Parce que dans un rapport avec l'autre, on doit se demander d'où vient l'autre et où il va. D'où vient ce verre et quel est son but.
Sinon, on ne peut pas aimer l'autre. Si on ne se pose pas au moins de façon implicite ces questions. Mais ce passage n'est pas possible sans un sacrifice. Le sacrifice fait partie de la solution des relations d'affection. On ne peut pas l'exclure. Pourquoi il y a des personnes qui traitent leur femme comme de façon si agressive? Pourquoi on doit la traiter comme une chose? Parce qu'on ne juge pas la relation avec la femme à la lumière d'une question. Comment et qu'est-ce que ça signifie d'aimer vraiment? Sinon, le garçon ne serait pas si possessif, par exemple. Le chemin est simple, en fin de compte, même si ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Cherche et imite ceux qui vivent les relations en cherchant le bien de l'autre. Tu dis, je n'arrive pas. D'accord, mais quand tu vois quelqu'un qui, avec grâce et joie, accepte de concevoir sa vie comme service pour un autre, au lieu de penser à son profit, suis-le. Accepte de ne pas savoir très bien qu'est-ce que ça signifie que aimer et accepte de te faire changer par quelqu'un qui semble être plus bon et qui semble avoir un regard plus grand, un horizon plus grand dans ses relations. Une relation n'est pas sauvée par une idée, mais par une relation plus grande qui offre un contexte pour me poser des questions sur ma nature. Mais qui suis-je? Mais regarde comment cette personne conçoit son identité. Et moi, et l'autre, et Dieu, et la nature du rapport entre moi et toi. Et la nature d'une relation où cela est plus clair. Tout cela nous fait avoir envie de prendre du risque et faire de nouvelles découvertes. Quand tu vois devant tes yeux quelque chose qui est en train de se produire. Para responder esta pregunta. Pour répondre à cette question, j'aimerais rappeler les paroles de Ratzinger. Je pense qu'il faudrait développer, avec sa lucidité habituelle, Ratzinger disait, il faut reconnaître les nécessités qui existent chez l'homme d'être éduqué, la nécessité qu'a l'homme d'être éduqué. Il faut rencontrer une pédagogie chrétienne. Cela signifie qu'elle puisse être l'expression concrète de notre foi. Je pense qu'il faudrait développer une pédagogie chrétienne qui accepte la création, une pédagogie qui soit l'expression concrète des deux pôles de la seule foi. On ne peut pas faire le second pas sans le premier. Il y a d'abord le plan physique et ensuite le plan spirituel. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a des courants qui tendent à manipuler les personnes. Le courant principal, c'est que les êtres humains ne savent pas se lire eux-mêmes. Un homme qui ne se connaît pas, qui ne sait pas se lire, est facilement manipulable. Un homme qui a une identité ou une femme qui a une identité est conscient de lui-même. Et donc, il n'est pas manipulable. Donc, comment pouvons-nous acquérir la connaissance de nous-mêmes? À travers une séquence pédagogique qui nous montre qui nous sommes, à la fois sur le plan physique, avec une succession jusqu'à arriver à l'aspect transcendant. C'est donc une manière d'enseigner
L'homme est une totalité unifiée dans son corps et dans son âme. Mais il faut partir de la nature qui nous est donnée. Comme dit toujours Ratzinger, nous assistons à une rébellion de l'homme envers lui-même, pour ce qui concerne les limites de son être déterminé par la biologie. Donc il y a une rébellion envers la limite qui vient de la biologie. Comme le disait Chesterton, la phrase qui est célèbre, il s'adressait à un groupe de poissons qui se rebellaient contre l'eau. Et Chesterton disait, si vous pensez mal, vous allez avoir des problèmes. Voyons maintenant un exemple concret. Le cas de beaucoup de femmes. La femme a en elle le cycle. Qui provoque des changements naturels dans ses hormones et dans les ovaires. Comme on le voit sur la diapositive, il y a des œstrogènes et des progestérone. Pour des raisons très raisonnables, la femme est souvent surprise par sa fécondité. Par exemple, quand elle a beaucoup d'enfants. Alors la femme se rebelle contre cela. La femme s'est rebellée contre cela. Et elle a décidé de prendre la pilule. Quel est l'effet de la pilule? La pilule modifie les taux d'hormones. Et comme nous l'avons vu sur la diapositive, elle les laisse stables. Ils ne sont plus comme dans la nature. Aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de cela. Beaucoup de femmes prennent la pilule pour différentes raisons. Parce qu'elles ont de l'acné, parce qu'elles ont des douleurs menstruelles, et certaines la prennent simplement parce que tout le monde la prend, parce que leurs amis les prennent. Qu'est-ce qu'on a démontré aujourd'hui avec cela? Il y a une étude très intéressante qui a été faite dans les pays nordiques qui a montré l'incidence énorme en dépression sur les femmes qui prennent des pilules anticonceptionnelles. Quelles sont les femmes les plus à même, les plus à risque? Les jeunes, les adolescentes. Parce que lorsque l'on change la nature d'un adolescent, on provoque des dépressions. C'est exactement comme les poissons qui se rebellent contre l'eau. Quelles sont les alternatives? Nous avons des alternatives aujourd'hui. Nous avons de très précieuses alternatives. Il s'agit d'apprendre à savoir pour les femmes que l'ovulation est un signe de santé, un magnifique signe de santé. Et donc nous devons l'apprendre. Que se passe-t-il lorsqu'il y a des femmes qui ont des problèmes d'ovulation? Aujourd'hui, il existe beaucoup de traitements. Nous avons des différentes thérapies pour traiter les situations métaboliques, hormonales et génétiques, pour que la femme puisse retrouver son équilibre hormonal et qu'elle se sente bien. L'équilibre hormonal permet à la femme d'aller bien. Et c'est la même chose, et cela vaut aussi pour l'homme. Que se passe-t-il lorsque nous enseignons cela aux jeunes filles?
il se passe quelque chose de très beau. Sur le côté droit de cette image, vous voyez le taux de grossesse des femmes qui utilisent ce programme par rapport à celles qui ne l'ont pas appris, qui ne le connaissent pas. Donc on peut voir que le taux de grossesse chez les jeunes filles qui utilisent le programme Teen Star baisse beaucoup par rapport à celles qui ne connaissent pas ce programme. Parce que, comme elles nous le disent, quand je me connais, je prends des décisions justes pour ma vie. Et il se passe la même chose pour les garçons. Connaître les différents aspects de mon être, de ma personne, m'aide à prendre les bonnes décisions, à bien décider ce que je veux faire, qui je suis, ce à quoi j'ai été appelée. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous vivons un moment magnifique pour l'humanité, où nous avons des instruments concrets pour montrer à l'homme qui il est. Mais rappelons-nous, comme le dit Ratzinger, que la pédagogie doit être chrétienne, c'est-à-dire qu'elle doit être incarnée. Pilar, tu ci hai parlato. Tu nous as parlé de façon très importante de ce qui signifie que se connaître, connaître soi-même. Il s'agit d'une exigence qu'on ressent dans les relations affectives, c'est-à-dire de couvrir l'autre. Ce sujet risque très souvent de devenir ambigu parce que la pensée dominante nous pousse à penser que pour connaître l'autre, il faut tout connaître de l'autre, c'est-à-dire tout aspect de la vie de cette personne, le connaître physiquement, dans tous les détails de sa vie et de sa personne. La question que je voudrais poser à vous deux, c'est quelle est votre expérience de la connaissance affective de l'autre et qu'est-ce qui rend possible une véritable connaissance de soi? Très souvent, il y a des jeunes qui viennent me voir et qui me disent « Je voudrais connaître l'autre de façon plus définitive possible, plus complète, pour prendre la bonne décision. » Et je leur dis que c'est très difficile. Je pense que la façon pour découvrir l'autre, ce n'est pas de regarder dans les yeux l'autre personne et de rester tout seul et se regarder dans les yeux. Comme il se passe pour un tableau, un détachement peut aider plus. Au lieu de penser à sa propre relation avec un rapport inclusif, je peux connaître l'autre mieux si je connais sa famille, ses amis, si je le vois en action dans son contexte de vie. Par exemple, une femme me disait « Regarde comment il traite sa mère, ses frères, ses sœurs, et tu vas comprendre comment cela va être entre vous dans 10 ans. » Une grande question est « Qu'est-ce que je cherche ?» Quand j'avais 25 ans, avec mon frère, qui a plus ou moins mon âge, j'ai beaucoup de frères, il faisait sa vie plus la nuit que le jour. Il s'est levé un jour très tard, il est allé au bar, il est allé au café, il a acheté le café et le quotidien. À un moment donné, quand à côté du café et d'où il avait acheté son quotidien, il voit un couple de 90 ans. Il avait du mal à marcher et elle l'aidait et elle lui parlait des choses qu'elle avait préparées pour le repas. Mon frère est rentré à la maison foudroyé. Je veux être comme ça. Je ne suis pas fait pour des relations jetables.
qu'est-ce que est préparé pour moi? Qu'est-ce que je cherche dans une relation? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'attends? Est-ce que l'autre personne a quelque chose qui peut me satisfaire ou y a-t-il un mystère à servir? Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais sauter quelques passages, mais je voudrais mentionner une question éducative. Très souvent, on se demande comment faire comprendre cette chose aux autres, à nos amis, à notre copain, à notre copine, à notre femme, à notre mari. Comment aider l'autre à comprendre? Mais je voudrais dire quelque chose surtout aux parents et aux enseignants. Ne cherchez pas une magie pour rendre le discours si facile que l'autre va sûrement comprendre. Parfois, les parents et les adultes, nous voulons éviter le sacrifice et l'embarras de parler de certaines choses. On ne veut pas faire sacrifice et faire le chemin avec ces jeunes. Ces jeunes ont le droit à faire leur chemin, accompagnés par des adultes qui peuvent tout regarder avec eux. N'avons pas hâte de fermer la discussion tout de suite et d'éviter des risques. Parce que l'hyperprotectionnisme prépare des bombes à retardement. Parce que au fond, ça signifie qu'on dit à l'autre « tu n'arriveras pas, tu ne peux rien faire sans moi ». Ne éliminons pas le fort de l'autre, juste en raison du protectionnisme. La personne qui tu aimes va comprendre quelque chose de nouveau dans ce sujet. Si tu vas au-delà du moralisme ou d'une certaine permissivisme, s'il trouve quelqu'un qui vit sa vie de cette façon. Le sommet de cet exemple est une personne qui donne sa vie pour le plus grand respect d'une fleur qui est laissée dans le champ où elle a poussé. Le paradoxe de la vie est que ceux qui vivent la virginité rappellent à tous l'horizon de toutes les vocations, même du mariage. Et tout le monde ressent un lien plus grand. Ce qui semblait une absence de lien devient attrayant comme quelque chose que les autres relations ne peuvent pas montrer. Qu'est-ce qui permet de connaître l'autre? C'est l'émerveillement qui le rend possible. L'être humain est unique, dans le sens qu'il a la capacité, dans un moment de sa vie, de s'arrêter et d'aller à contre-courant. Cette capacité, on l'appelle l'émerveillement, la stupéfaction. L'homme se demande où je vais. Qui m'a aimé le premier et a rendu ma vie possible? Est-ce que je suis appelée à être un être autosuffisant ou est-ce le contraire? Est-ce que je suis appelée à être un être en relation avec l'autre? Que produit l'émerveillement? L'émerveillement naît toujours à l'intérieur des 5 sens. La première source d'émerveillement en nous, c'est quand l'enfant reconnaît cet autre totalement différent de lui, qui est son père ou sa mère. Cette relation qui le fascine lui donne la capacité de regarder cet horizon infini.
et elle commence à lui permettre de se reconnaître comme quelqu'un d'aimé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de jeunes? Ils passent leur temps à communiquer entre eux. Beaucoup de réseaux sociaux, WhatsApp. Mais plus ils communiquent, moins ils ont de relations avec les autres. Ce n'est pas la même chose d'être en communication ou d'être en relation avec des personnes. Nous devons apprendre la relation. La relation naît du regard profond que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Il peut y avoir un paradoxe. Avoir un enfant, garçon ou fille, qui reçoivent beaucoup de messages pour son anniversaire, mais ils célèbrent leur vie tout seuls. Nous ne pouvons pas admettre que cela se produise. La relation est toujours personnelle. Et la relation a besoin d'être expérimentée. C'est pour cela que ma vie ne vaut pas plus parce que je reçois beaucoup de likes, de j'aime sur mon profil Facebook. Mais ce qu'il faut renforcer, c'est l'intimité. Qu'est-ce que c'est que l'intimité? L'intimité, c'est la capacité d'exister en un autre différent de moi. Il faut éduquer cette capacité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de situations où on parle d'éducation sexuelle? Comme le dit le pape François, très souvent, l'éducation sexuelle se limite à comprendre certains éléments qui concernent la santé. Et de cette façon, nous encourageons une dimension narcissique de la personne et nous évitons la possibilité d'accueillir un autre. Voyons un exemple concret. On nous a appris que la sexualité doit être sûre, doit être protégée. Aujourd'hui, nous pouvons soumettre les personnes à des thérapies rétrovirales avant de s'exposer. Et également les théories rétrovirales postérieures à une exposition. Le préservatif. Nous avons des produits pour toutes les parties de des contraceptifs pour toutes les parties de notre corps. Les pastilles pour ne pas tomber enceinte. Et les médicaments pour prévenir ou avoir plus de plaisir. Alors on nous fait croire que le sexe est merveilleux. Comment un jeune peut comprendre que le sexe est merveilleux, que la sexualité est merveilleuse, si, lorsque nous sommes face aux autres, nous avons l'air d'être un astronaute? Ça, c'est très difficile à comprendre. Pour comprendre la beauté, je dois comprendre ce qui est vrai. Et à partir du moment où nous sommes des êtres sexués, toutes nos relations sont sexuées. Par conséquent, il ne faut pas confondre. D'un côté, il y a l'intimité, qui signifie exister dans le cœur d'un autre qui est différent de moi, avec une relation sexuelle, sexuée. La relation sexuelle est quelque chose de beau. C'est l'un des actes les plus beaux de l'être humain. Mais elle est belle quand elle est vraie, pas quand elle est tordue.
parce que elle est tordue parce que je dois me protéger de l'autre que j'aime. Est-ce que ce serait cela l'intimité? Est-ce qu'on peut même y arriver? Comment est-ce que nous pouvons exister dans le cœur d'un autre? Nous voyons ici comment le sexe, la sexualité surprotégée a évolué. Nous voyons toutes les formes de traitement qui nous fait ressembler à un astronaute. Et le jeune devrait dire que c'est quelque chose de merveilleux, difficile. Alors notre intimité n'est possible que quand nous conservons notre unité. Notre unité en tant qu'être humain. Un être capable de s'émerveiller. Et un être dont la capacité d'émerveillement vient de ses 5 sens. Pilar, tu nous as parlé de relations et d'intimité. Alors j'aimerais approfondir ce point davantage. Donc j'aimerais te poser à nouveau une question en te demandant ce que signifie rencontrer, entrer véritablement en relation avec l'autre. Parce que comme tu nous l'as dit, pour rencontrer l'autre, il faut avoir sa propre identité, sa propre unité. Et donc on pourrait penser que rencontrer l'autre exige un certain sacrifice, une médiation ou un engagement qui risque de nous faire perdre nous-mêmes. Donc j'aimerais que tu nous aides à approfondir ce sujet. Qu'est-ce que signifie rencontrer vraiment l'autre? Et est-il possible de rencontrer l'autre sans renoncer à sa propre unité et à son identité? Je remercie Julia pour cette question. Parce que pour rencontrer l'autre, ce dont nous devons être conscients avant tout, c'est de notre propre identité. Nous sommes un corps et une âme totalement unifiés, comme nous l'avons dit. Alors, il faut se poser une question. Comment est-ce que je veux vivre ma vie? Qu'est-ce que je voudrais que soit ma relation avec toi? Et pour cela, il faut se former. Parce que si on ne se forme pas, on vit notre vie en nous regardant dans le miroir pour nous former. Comme nous l'avons dit, il faut être capable de nous reconnaître dans notre existence corporelle et dans notre existence spirituelle. Et il faut apprendre à intégrer, à être entier. Mais pour cela, il faut être conscient. Il faut être bien conscient de ce qu'est le grand défi de notre époque. Le défi de notre époque, c'est l'idéologie. Oui, je peux tout ce que je veux. Mais de cette manière, nous nions la réalité. Et en niant la réalité, je ne peux pas utiliser ma liberté. Alors si je nie ma réalité, je perds mon identité. Et si je perds mon identité, la relation avec l'autre n'est pas possible. Parce que pour avoir une relation d'amour vrai, j'ai besoin de la réciprocité. J'ai besoin d'être libre pour me donner et pour te recevoir. J'ai besoin de la gratuité. Et j'ai besoin de la vérité. Quand je commence à regarder ma véritable nature,
je sais qui je suis. Alors, je peux être face à toi, en te permettant d'exister. Mais je permets aussi à moi-même d'exister. Je ne te manipule pas, mais notre amour naît de notre relation. C'est pour cela que connaître la réalité brise la chaîne de la manipulation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui, par leur manière de vivre, qui ne font pas de sport, qui mangent mal, nous avons même des personnes qui font parfois 2 ou 3 activités professionnelles en même temps pour avoir une vie meilleure. Ou d'autres personnes qui, à cause du culte de leur corps, oublient totalement la dimension transcendantale et qui croient être très heureuses comme cela. Mais la vérité, c'est qu'elles se détruisent elles-mêmes. La chaîne de la manipulation alors, ils pensent pouvoir se remarier tranquillement, se reposer tranquillement, en observant cet homme qui parfois se lèse lui-même. Et cette suffisance de soi-même les amène à vouloir s'enlever la vie. Et nous savons combien nous avons de jeunes garçons ou filles qui décident de se suicider. Et des personnes âgées qui n'ont pas de sens à la vie et au moment qu'ils traversent. C'est pour cela que l'être humain doit reconnaître qu'il n'est pas un être individuel. Nous ne sommes pas des individus uniques. Nous sommes des êtres en relation avec les autres. Et dans cet être en relation apparaît l'alternative créative que l'on appelle l'amour. L'amour n'est possible que lorsqu'on brise la chaîne de la manipulation. Et cela ne peut se faire que quand on acquiert une identité personnelle solide. Alors cela devient possible. Lorsque l'on a des amis. Et là, on commence à regarder l'horizon de l'infini. Je le vois dans le visage incarné des personnes avec lesquelles je partage ma vie. Sans l'horizon de l'infini, merci. Tu as souligné plusieurs fois, tu as parlé plusieurs fois de ce sujet qui n'est pas manipulable. Et d'une certaine manière, le problème de la manipulation est lié au thème de la valeur d'une personne. Parce que si on reconnaît sa propre valeur, on peut ne pas se laisser manipuler. Donc j'aimerais vous demander brièvement, vous poser brièvement une dernière question qui concerne la lutte la plus grande de notre siècle, le mensonge qui nous fait penser qu'il faut mériter le bien que nous désirons tant. Si bien que dans cette illusion de croire qu'il faut mériter le bien que nous désirons, nous tombons souvent dans des comportements de performance qui nous poussent à changer le véritable visage qui nous caractérise.
Donc la question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est d'où naît ce malaise que nous combattons sans cesse et comment en sortir? Comment reconnaître sa propre valeur? Un philosophe et sociologue coréen qui travaille depuis des années en Allemagne, Byung-Chul Han, je suis désolée pour la prononciation, qui a écrit un livre qui s'appelle Eros en agonie, où il dit « L'éros est une relation avec l'autre qui va au-delà de la prestation et du pouvoir. » L'éros, et je répète, est une relation avec l'autre qui va au-delà de la prestation ou du pouvoir. Il y a beaucoup de rapports qui sont faits par la prestation et le pouvoir. Et par nature, dans la relation de Eros, cela est exclu. Mais quand l'Eros est réduit au pouvoir et à la performance, d'où pouvons-nous sortir? Comment pouvons-nous sortir de cette logique si étroite? C'est cette relation que Pilar a appelée une relation de manipulation. Très souvent, c'est une sorte de menace. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te quitter, tu resteras seul. Il faut être certain d'être aimé sans condition, de n'être jamais seul, de pouvoir faire un chemin vers l'accomplissement définitif. Une personne libre peut attendre jusqu'à ce qu'il ne trouve l'autre moitié qui respecte sa vie. Et il reste sans cela plutôt que de se faire mettre de mes notes. Je voudrais lire des passages d'une amie à moi qui a 24-25 ans. Elle me racontait ça. Et c'est un chemin que vous souhaite à vous tous, à nous tous, n'importe à quel point de votre chemin vous êtes. Dès que je suis petite, j'ai eu des relations avec l'autre sexe très compliquées, possessifs et compliquées. Posséder l'autre, le plaisir et faire sa volonté était la façon pour me sentir aimée et pour aimer. Je ne connaissais pas d'autres modalités. Posséder ou croire de posséder était une façon pour me sentir sûre et ne pas être abandonnée. L'acte sexuel était une façon pour combler un vide, un manque d'affection, une recherche et l'espoir de trouver dans ce geste l'amour et le bonheur ultime. Mais quelle illusion! Plus le temps passait, plus ce vide augmentait et plus je devenais un objet dans les mains des autres. Et ma blessure saignait d'autant plus. Je pensais que j'étais un problème, d'avoir un malaise avec mon corps et d'être incapable d'aimer. Je suis passée de vivre l'acte sexuel comme une satisfaction de mon manque d'amour jusqu'à le vivre comme une véritable violence. Mon identité se réduisait jour après jour et tout s'anéantit. Toute relation d'amour me laissait insatisfaite et donc je passais à une autre relation à la recherche d'un sentimentalisme faux. Après, j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment aimée. J'ai compris que l'affectivité avec mes amis et avec mon copain, mais la vraie affectivité n'est pas un pur sentimentalisme, mais il faut l'éduquer avec une méthode. Et elle est faite de sacrifices, sinon elle ne tient pas. Comme je le disais au début, parce qu'elle tient. J'observais que malgré les questions et la nostalgie augmentaient, j'étais plus heureuse pendant la journée et je n'avais plus la nécessité d'être satisfaite ou de satisfaire l'autre. Il y a quelques années, j'ai rencontré mon actuel copain. Après quelque temps, il m'a confié qu'il avait toujours resté vierge. Je pensais qu'il était une personne avec des problèmes.
Et j'ai commencé à me moquer de lui. Et après, j'ai découvert une saine jalousie envers son expérience. Ce choix n'a pas été facile à cause des critiques de certains amis et de la famille. J'avais peur que adhérer à la proposition de la virginité était une façon pour ne pas faire face à ma incapacité d'aimer. Si je vis tout le temps pour chercher de comprendre quelque chose de moi-même, je suis plus libre, même face à une autre personne. Et face à toute requête et menace. Avec cela, je peux répondre aussi à ma peur d'être abandonnée, qui vient du fait d'avoir peur de ne pas être libre. Dans nos gestes d'intimité, je ne me sens plus un objet, mais le désir et l'attraction grandissent. Cela se produit parce que je me sens aimée indépendamment de ma capacité de satisfaire à ses exigences physiques ou pas. Le vouloir satisfaire l'autre de façon physique est humain, mais il faut se redemander pour quel but ultime on est ensemble. Et ce qui peut sembler un sacrifice devient un instrument pour marcher ensemble vers une grâce qui petit à petit devient toujours plus évidente. Fin de citation, merci. Como hemos visto, Comme nous l'avons vu, aujourd'hui, l'homme a une force intérieure qui le menace d'autodestruction. Mais il faut regarder en face cela. Pas de façon sentimentale. La vraie connaissance nous permet d'être libres. Que faut-il faire pour sortir de ce que nous avons analysé jusqu'à présent? Il faut se reconnaître, s'accepter tel que nous sommes et dire oui à notre vocation. Il faut découvrir quelle est notre vocation, à quoi nous sommes appelés. Et donc je vous invite à regarder Marie. Marie par son oui. Elle dit oui à partir de son humanité. Et elle accepte sa fécondité. Et par son oui, elle nous a donné le présent le plus grand que l'humanité ait jamais reçu. Elle nous offre son Fils, le Verbe incarné. Marie nous offre Jésus. Marie nous l'offre à travers la liberté qui naît de la reconnaissance de soi-même. C'est un acte serein, parce qu'elle avait confiance en son Créateur. Elle dit oui à ce qu'elle est. Et je vous invite aussi à regarder le oui que le Fils donne à son Père, jusqu'aux limites, les limites de l'abandon total. Un abandon total en tant qu'homme, capable d'accepter aussi les limites qu'impose la fin de sa vie terrestre, Jésus. Vraiment Dieu et vraiment homme. Lui aussi dit oui à son Père. Il dit oui
Et cela nous montre sa totale confiance envers celui par lequel il a été créé et auquel il a été appelé. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Il nous montre le oui, c'est-à-dire la liberté la plus totale. Et la preuve la plus grande de sainteté qu'est l'incarnation. Comment pouvons-nous dire ce oui, nous? Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des êtres humains. De quoi avons-nous besoin pour dire ce oui? Je vous invite à rappeler les paroles de Don Giussani, qui dit « Si je naissais à nouveau maintenant, si chacun d'entre vous naissait en ce moment précis, nous serions émerveillés de voir les merveilles qui se produisent dans le monde. La merveille qui arrive en chacun de nous. Et cette connaissance nous aidera à dire oui. Qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. Nous avons été créés par amour. Et nous sommes appelés à aimer et être aimés. Dans ce chemin pour la vie, nous rencontrerons de très nombreuses personnes qui nous montreront le visage du Christ. Et je voudrais terminer en remerciant tout d'abord ma famille, dont les visages, dont l'émerveillement, jour après jour, m'accompagne. J'aimerais remercier mes amis italiens, espagnols et de beaucoup d'endroits dans le monde. Ils savent très bien qui je suis. J'aimerais remercier l'équipe de Teen Star International et en particulier ceux qui m'accompagnent tous les jours. Mon équipe du Chili. J'aimerais vous remercier tous parce qu'en réalisant ce meeting, vous nous montrez comment on peut faire des choses merveilleuses quand les êtres humains travaillent en communion avec la liberté des enfants de Dieu. Merci. Grazie. Merci. Je voudrais simplement dire que je crois pouvoir dire avec certitude que le titre du meeting de cette année est vrai. Parce que ce que vous nous avez dit parle de vocation, de mission, de tâche, de connaissance vraie de soi, d'amitié, d'humanité, d'émerveillement. Et cela insère notre désir d'être heureux, d'être aimé, dans un horizon bien plus vaste que celui auquel nous le réduisons bien souvent. Donc je peux dire qu'il est vrai que la seule chose qui intéresse le cœur de l'homme, c'est que s'ouvre ce désir de bonheur et que ce désir de grandeur est une dimension grande comme vous nous l'avez décrite. Et c'est la seule chose qui puisse changer l'histoire.
La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que comme vous le savez, le meeting est totalement gratuit. Toutes les expositions, les rencontres, les espaces sont offerts par l'aide de ceux qui participent au meeting et ceux qui y travaillent en tant que bénévoles. Cette année encore, vous pouvez contribuer à la construction du meeting à travers des donations que vous pouvez faire tout au long du parc d'exposition où vous trouvez les stands Dona Ora caractérisés par un cœur rouge. Et donc, si vous voulez contribuer, ce sera un grand cadeau pour tous. Donc, je vous remercie tous et je remercie à nouveau nos invités.